Salut la Salut tout commu, le monde. bienvenue sur la chaîne de MacPeter et Bergito. Aujourd'hui on va vous parler d'un truc de fou, on s'est posé une question mais dis-moi laquelle bien. Est-ce que The Last of Us serait possible dans la vraie vie? Donc on s'est Voilà, intéressé plus particulièrement à un champignon, le cordyceps. et on va vous en parler maintenant. Du coup, pour tous nos abonnés qui vivent au fin fond de la campagne, on va demander à Maxime qu'est-ce que c'est que The Last of Us. Alors The Last of Us, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, hein, c'est un jeu vidéo qui a fait énormément de sensations, parce que c'est un très bon jeu. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, le principe de base, donc c'est un jeu de survie où les zombies, en fait, ce sont des êtres humains qui ont été infectés par un champignon qui est le cordyceps. Tout simplement, ce qu'on peut voir ici, c'est que dans The Last of Us, le champignon infecte des êtres humains, ça perturbe complètement leur cerveau, et puis on peut voir ici les différents stades en fait où le champignon grossit jusqu'à vraiment faire partie intégrante de la personne qui a été infectée. Mais alors du coup, Matt Peter, qu'est-ce que c'est que le cordyceps? Et ben le cordyceps est un champignon parasite. Pour faire une entrée en matière, on vous a trouvé une vidéo de Brut qui résume assez bien le sujet. Donc c'est parti. Mais alors du coup, la vraie question qu'on va se poser, Matt Peter, c'est... Est-ce que The Last of Us c'est possible dans la vraie vie? Donc voilà, j'espère que cette petite mise en bouche vous aura plu. Et du coup, Sans plus attendre, nous allons rentrer plus dans les détails. en commençant par la morphologie, donc pour le nom latin du cordyceps, c'est Ophiocordyceps unilateralis. Donc, comme on peut le voir, en fait, c'est un champignon qui va venir parasiter une fourmi. On va avoir le stroma et le péritès qui vont former la partie supérieure, en fait, ce qui va sortir du corps de la fourmi. C'est ce qui va faire la fructification en fait, du champignon, et c'est ce qui va libérer les spores pour infecter par la suite d'autres fourmis, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. Et ce qui est important aussi, c'est au niveau de la fourmi, où on voit surtout les mandibules sur l'image. Ça aura son importance par la suite. Mais attention Maxime, le champignon ne va pas affecter toutes les fourmis, il va affecter uniquement une espèce spécifique, la fourmi Camponotus leonardi. Tu fais très bien de le préciser parce qu'en effet, il existe une multitude de cordyceps et la plupart en fait sont spécifiques à une espèce en particulier. Donc en effet, celle-ci, ça correspond à cette fourmi bien spécifique. Mais alors du coup, cette fourmi, on la trouve vraiment partout? Eh ben non, on la retrouve pas de partout, on la retrouve à deux endroits sur la planète. On va la retrouver dans les forêts pluviales du Brésil, donc dans cette zone ici, et on va aussi la retrouver en forêt tropicale de Thaïlande. Alors du coup, sur le cycle de vie de ce champignon, hein, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que la fourmi, donc c'est une fourmi arboricole, elle va descendre de son nid en fait pour aller chercher de la nourriture. C'est à ce moment-là qu'elle va se faire contaminer par les spores du champignon, qui vont complètement modifier son comportement. Ça veut dire qu'au lieu de chercher de la nourriture et de retourner au nid, en fait, elle va aller se mettre sur une feuille en sous-bois, donc à entre 25 et 30 cm de hauteur. Et le champignon va faire en sorte que cette fourmi s'attache à la feuille avec ses mandibules
elle meurt et c'est à ce moment-là en fait que le champignon va libérer ses spores en espérant contaminer au sol d'autres fourmis qui viendraient du nid et qui chercheraient de la nourriture, etc. etc. Donc c'est vraiment ce cycle-là que va respecter le champignon. Je tiens aussi à préciser que ce champignon il a besoin de quelques facteurs abiotiques. Donc pour pouvoir survivre, il a besoin d'au moins 95% d'humidité et des températures comprises entre 20 et 30 degrés. C'est les forêts finalement Ouais, les forêts qu'on a parlé juste avant. Mais du coup, Bergito, dis-moi comment ce champignon fait vraiment pour contrôler la fourmi. Et c'est là que c'est assez fou, donc comme on vous l'a expliqué juste avant, la fourmi donc, va récupérer les spores du champignon au sol dans la forêt, donc va se faire contaminer. Petit à petit, les spores vont réussir à pénétrer la carapace de la fourmi et va se développer en fait à côté du cerveau. Et il va sécréter une série de métabolites en fait qui vont prendre le contrôle de son système nerveux central. Et c'est ça en fait qui derrière va modifier son comportement. Ok. Et du coup, les métabolites sécrétés manipulent le comportement de la fourmi, ce qui va provoquer des convulsions et l'ascension d'une feuille à une hauteur optimale, donc comme on l'a dit, entre 25 et 30 cm. Ensuite, la population de cellules fongiques va se développer dans les muscles mandibulaires de la fourmi, ce qui va modifier le nombre d'organites et d'équilibre des acides aminés. Donc la fourmi va complètement être déréglée, entre guillemets. Et donc c'est à ce moment-là que, lorsque la fourmi sera sur cette feuille optimale, que va se produire le phénomène du death grip. Donc en fait, la mandibule va s'accrocher très très fort à la feuille, bien plus fort que ce que la fourmi pourrait faire en temps normal, et va rester complètement figée sur la feuille. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait ça développe même les capacités de la fourmi. Exactement. Et à savoir que ce champignon peut détruire des colonies entières de fourmis. En réponse à ça, les fourmis, elles ont quand même une petite astuce. Maintenant, elles peuvent détecter une fourmi contaminée et elle va pouvoir l'emmener loin de la colonie pour essayer de la préserver ou carrément de la sauver. Et tu vois, tu me dis que les fourmis ont réussi à détecter ce champignon, une sorte d'adaptation finalement. Et bien le champignon lui-même dispose de tout un mécanisme en fait pour protéger la fourmi infectée des autres infections, pour que lui puisse se développer correctement et assurer comme ça sa pérennité. Et bien évidemment, avec des capacités aussi surprenantes et spectaculaires que possède ce champignon, l'homme a essayé d'en tirer des avantages, et il y en a des nombreux, notamment dans le domaine médical, où on s'en sert donc, pour lutter contre les cancers, mais aussi contre l'hypoglycémie, et ça sert aussi de détecteur pour la tuberculose dans certains cas pas trop graves. Et il me semble bien qu'il y a aussi d'autres applications. De plus, dans des conditions acides ou basiques, le champignon va créer des pigments rouges ou violets, et ces pigments ne sont pas nocifs pour l'homme, et donc du coup ils peuvent être utilisés comme colorant alimentaire ou comme teinture pour d'autres matériaux. En effet, la nature est bien faite, puisque notre champignon parasite a lui-même un champignon parasite qu'on appelle champignon anti-zombie. Et comme tu dis, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce champignon qui est aujourd'hui non identifié, donc le champignon anti-zombie, va avoir un effet un peu castrateur sur le cordyceps et va faire en sorte qu'en fait que seulement 7% des spores qui vont être libérés vont être viables, ce qui va quand même grandement limiter son impact sur les colonies de fourmis finalement. Et donc pour finir, on va revenir à notre question de base qui était: est-ce que The Last of Us c'est possible dans la vraie vie? Ou alors, est-ce que Joël, dans cette situation-là, s'en sortirait? La réponse est oui, bien évidemment, parce que ça reste tout à fait de la fiction. Les différents points qu'on a abordés tout au long de la vidéo, bien sûr, le rappel. Le cordyceps va s'attaquer à un autre bien spécifique. Ces métabolites ne toucheraient pas le système nerveux central de l'homme, qui est différent de celui de la fourmi, bien évidemment. Et le comportement induit, bien sûr, ne serait pas le même que la fourmi. L'être humain n'ira pas s'attacher à une plante pour libérer des spores, bien évidemment. Et merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo et lâcher votre meilleur pouce bleu.